Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande d'FM, bonsoir à toutes et à tous. Au-delà du miroir, avec un témoignage de Caroline Liborio, qui est éditrice, qui vient de publier un ouvrage aux éditions Michel Jonas, RCH et maladie de Crohn, un chemin vers la guérison. C'est un témoignage. Elle est avec moi dans les studios, je la remercie. Bonsoir Caroline Liborio. Bonsoir Joël. Bonsoir, donc un témoignage sur cette RCH, rectocolique, c'est ça, hémorragique ouais. Et maladie de Crohn. Vous avez écrit ce livre pas au niveau du soignant, mais de celui qui est soigné, on est d'accord, c'est un parcours assez douloureux qu'on suit avec vous au cours de ce livre. Et donc, ça vous a pris en quelle année ? En 95. 95, vous aviez une trentaine d'années ? Un peu moins, oui, pas tout à fait 30 ans, 28 ans. Et on en discutait avant de cette émission, c'est souvent une maladie qui touche des personnes assez jeunes. Oui, en général, ça se déclare avant l'âge de 30 ans et ça peut se déclarer en pleine adolescence, voire même encore plus tôt que ça. Ça arrive aussi chez des enfants. Mais c'est vrai que c'est une maladie qui touche d'abord des gens assez jeunes. Ça peut se déclarer plus tard dans la vie, mais majoritairement, c'est chez des gens jeunes. D'accord. Donc, on vous déclare cette maladie. Il y a quand même... C'était 95, vous dites ? Oui. 95. Et vous parlez du bon sens de votre grand-mère. Ça, j'ai bien aimé la phrase de votre grand-mère. Vous la connaissez par cœur ? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle disait, votre grand-mère ? Elle disait la maladie arrive en voiture et repart à pied. Ça veut dire quoi ? Parce que j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire. Ah, ça veut dire elle arrive vite. Et elle part doucement. Et elle s'en va très très lentement, oui. Ouais. Mm. Je pense que c'était la traduction littérale d'un proverbe italien, parce que j'ai une bonne partie de ma famille qui est d'origine italienne. Et à mon avis, ça devait être la traduction littérale de quelque chose qu'elle avait dû entendre quand elle était... Moi, c'est la première fois que j'entends cette phrase. Elle m'a parlé. Donc là, c'est un livre témoignage. Donc vous remontez un peu à la source de toute cette maladie. Vous dites que les problèmes de santé de quelqu'un de notre entourage nous rapprochent quelquefois de cette sorte d'abstraction, suscitant des occasions de l'aborder et de discuter du cortège des impossibilités physiques qui en découlent souvent. Mais l'avoir fréquenté intimement, la maladie, on ne peut que rester toujours en deçà de ce que l'état de malade engendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment parler de la maladie si on n'en a pas été victime. Mmh. C'est exactement ça. C'est-à-dire, après, moi, j'y avais jamais réfléchi avant, évidemment, mais ça m'était arrivé d'aller faire des visites avec mes parents dans les hôpitaux et de voir des gens malades. Et j'avoue que je regardais ça, c'était un autre monde. J'avais pas la conscience de tout ce que ça pouvait représenter de handicap, de souffrance, quand on n'est pas soi-même passé par là. On n'a pas d'échelle de mesure, en fait. Et quand vous attendez le diagnostic, et le diagnostic pour vous, enfin une maladie pour vous, c'était soit on en guérit, soit on en meurt. Vous pensiez que oui, c'était comme ça. C'était un peu raccourci, mais je fréquentais pas les médecins. J'avais jamais rien eu de ma vie. J'avais même pas un bras cassé, j'avais jamais été à l'hôpital de ma vie. Je crois que le seul jour où j'y avais été pour moi, c'était le jour de la maternité, pour ma naissance, quoi. Ça, vous en souveniez pas? Non. Alors, vous voyez aussi la différence entre soigner et guérir. C'est là que vous vous rendez compte qu'on n'est pas obligé d'en mourir, ni d'en guérir, mais que ça peut être une maladie qu'on ne peut pas soigner. Mmh. Ouais. Et je pensais pas que ce genre de choses arrivait à quelqu'un d'aussi jeune que moi. Je savais qu'il y avait des maladies au long cours, je savais que ça existait, mais pour moi, c'était des maladies qui arrivaient plus tard dans la vie. Voilà, ça me semblait... C'était tellement aberrant d'entendre ce diagnostic et quelqu'un vous dit vous allez avoir ça toute votre vie. Et surtout qu'au moment où je suis diagnostiquée, la souffrance est assez forte. Et donc, en fait, ce qu'on entend, c'est on va souffrir comme ça toute sa vie. Donc ça, c'est... Bon, après, évidemment, il y a des nuances parce que heureusement qu'il existe des traitements pour permettre d'atténuer la souffrance, les symptômes, etc., etc. Mais ouais.
Oui, puis c'est pas en permanence. Il y a des poussées, il y a des moments où vous avez des rémissions, puis après ça repart. Vous dites que quand il y a des rémissions, vous pensez que ça va s'arrêter, Oui. que c'était un mauvais moment à passer, que c'était un cauchemar. Et vous vous sentez soulagé en même temps terriblement perdu quand on vous donne le diagnostic, c'est-à-dire quand on vous dit voilà, vous avez ça. Bah, ce qui fait qu'on se sent soulagé, c'est parce qu'on peut mettre un mot, un nom sur ce qu'on a. Et en même temps perdu parce que justement on vous dit au même moment vous avez ça, mais vous allez garder ça jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est ça qui fait, on se dit mais comment je vais pouvoir continuer à vivre de cette manière-là, avec cette souffrance-là très longtemps. Enfin, on n'imagine pas qu'on va pouvoir supporter ça. Surtout qu'on vous met un régime assez drastique. Hein. Oui. C'est un régime sans résidus. Ça, c'est à la limite, c'est pas le plus difficile. C'est-à-dire, on finit par s'y habituer. On perd le goût et l'envie de certains aliments. Les fruits, quand même, les légumes, les graisses. Et j'ai fini, mais au bout d'un certain nombre d'années, par réintroduire des choses dans mon alimentation. Et je me rappelle du premier jour où j'ai remangé une framboise. C'était un festival de goût, de parfum. Et c'était comme si j'en avais jamais mangé de ma vie. Et c'était une joie. Le jour où j'ai remangé une framboise, c'était une grande joie. Et le raisin, tout ça, vous pouvez? Le raisin, finalement, je fais comme ma grand-mère, c'est-à-dire que ça m'arrive d'en manger, mais je le pèle et je mange pas les pépins. Voilà. Il y a encore des choses comme ça que j'arrive pas à manger, mais par rapport à ce que c'était au tout début, non, j'ai retrouvé un régime alimentaire très très élargi. Pendant un moment dans votre livre, vous êtes nourri carrément par voie parentérale, c'est-à-dire vous mangez plus rien par la bouche, on vous nourrit autrement. Oui, par perfusion. Et ça a duré un moment. Ça a duré pratiquement 3 semaines, 1 mois. Voilà. Et là, effectivement, vous êtes relié d'abord par le bras, et puis après, en fait, vos veines ne supportent plus rien, et donc on finit par vous poser un cathéter et puis une voie veineuse centrale et on vous nourrit avec des produits divers et variés. Je suppose qu'il y a à la fois des lipides, à la fois de quoi vous hydrater, à la fois tout ce qui fait qu'un corps peut encore tenir le choc. Quand vous avez remangé après ces quelques semaines, ça n'a pas été difficile? Il vous redonne quoi? Il vous donne des choses liquides, non? Il vous donne, oui. C'est liquide, puis après ça prend la consistance de bouillie. Finalement, c'est comme si on était à nouveau un bébé. Ouais. Donc, vous avez aussi la joie, parce que vous aviez perdu beaucoup de poids, hein. Le fait d'avoir cette maladie, puisqu'on rappelle quand même que cette maladie de Crohn, on peut rappeler quand même les symptômes pour ceux qui la connaîtraient pas. Oui, alors c'est des diarrhées, des ulcérations de la muqueuse intestinale, des douleurs, des spasmes vraiment très 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 forts, de très grosses douleurs. Voilà. Après, il peut y avoir des manifestations extradigestives, des douleurs articulaires. Il peut y avoir même des manifestations au niveau oculaire, au niveau de la peau. Voilà. Bon, moi, j'ai eu de la chance dans mon malheur. Je n'ai eu que des manifestations digestives. Et des migraines aussi. Et des migraines, oui. Ouais. Donc, vous aviez perdu du poids, hein, ça. J'ai perdu, je pense, entre 10-12 kilos. Je mesure 1m72, je pesais plus que 47 kilos. C'est pas grand-chose. Et là, on vous donne de la cortisone, ça vous fait gonfler. Oui. Là, ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que je suis repartie dans l'autre sens. Et j'ai repris tout ce que j'avais perdu et un peu plus, puisque j'ai énormément grossi. J'ai fait de l'œdème, j'ai fait tout ce qu'on peut imaginer avec la cortisone, tous les effets secondaires possibles et imaginables. Donc la prise de poids, la phase de lune. La phase de lune, la perte de sommeil. Je dormais 4 heures par nuit. Une grande faim, en plus vous aviez faim. J'avais tout le temps faim, tout le temps. Et alors je croyais, on m'avait dit, il faut pas manger de sel.
Et alors finalement, j'arrêtais pas de manger en permanence, mais du sucre. Donc ça vous faisait grossir encore plus. Oui. Alors, mais par contre, vous préfériez vivre cela vous plutôt que ce soit un de vos proches. Quelque part, à un moment, vous dites c'est bien que ça m'arrive à moi et que je sois pas obligée d'être en face d'un ou d'une malade. Oui. J'ai dit ça parce qu'en fait, il y a quelqu'un d'assez proche qui un jour m'a fait cette réflexion. Je préfère que ce soit toi qui vive ça plutôt que moi. Et en fait, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je lui ai dit, tu sais, moi, je préfère que ce soit moi plutôt que toi. C'était pas très sympa de vous dire ça. Ça avait le mérite d'être franc. C'était de dire, voilà. Mais pour le coup, ça m'a questionné et ça m'a posé cette question. Et moi, est-ce que je supporterais que ce soit quelqu'un que j'aime qui ait cette maladie-là? Et en fait, non. Parce qu'il y a une telle impuissance que je préfère au fond me sentir impuissante pour moi-même qu'impuissante pour les autres. Oui, parce qu'il y a toute la famille aussi qui se retrouve à ne pas comprendre ce qui se passe et c'est pas du tout évident. Alors, vous parlez dans votre livre de Thierry Janssen et vous dites que la faculté de médecine de Montréal au Québec a annoncé l'ouverture d'un cours obligatoire consacré à l'apprentissage de la pleine conscience. C'est bien, on devrait faire ça aussi dans nos hôpitaux. Oui, il y a encore un petit peu de chemin à faire, je pense. Ça va se faire, je pense, ça va se faire rapidement. Quand on voit dans les hôpitaux, déjà, ça va être arrivé d'y aller, qu'on voit qu'il y a de l'ergothérapie, il y a quand même, ça commence à arriver quand même, ça commence à bouger un peu. Oui, c'est vrai. Je plaisante, mais c'est vrai que j'ai vu une fois un reportage là-dessus sur un JT, et il y avait effectivement de la méditation, et y assistaient à la fois, c'était ça qui était intéressant, des soignants et des malades, mais dans au même moment, dans la même salle. Et j'avais trouvé ça assez génial de voir soignants et patients pratiquer la méditation ensemble. Alors, parlez-nous un peu de Thierry Janssen, parce que vous l'avez croisé sur votre chemin. Oui, ça a commencé en fait par une conférence, et puis par ce livre qu'il avait sorti il y a quelques années, La maladie a-t-elle un sens? Enquête au-delà des croyances. Et c'est vrai que quand on vit comme ça une maladie au long cours, on se pose énormément de questions, et notamment pourquoi moi, et pourquoi je dois vivre ça, et ça revient en boucle. C'est vraiment obsédant. Et le fait de me retrouver face à Thierry Janssen qui posait cette question, la maladie a-t-elle un sens? Je me suis dit, mais alors, est-ce que moi, ce que je vis, ça a un sens? Et qu'est-ce que ça pourrait être pour moi? Voilà. Donc c'est en ça que je me suis vraiment intéressée et passionnée pour ces travaux, et que je suis allée le voir à plusieurs reprises en conférence. J'ai lu pas mal de ses ouvrages, voilà. Donc on précise qu'il est chirurgien et psychothérapeute. Et je crois qu'il a arrêté d'exercer pour faire autre chose, ou il continue? Il n'exerce plus en tant que chirurgien urologue, mais en fait, il a depuis très peu de temps créé une école de la présence thérapeutique à Bruxelles. Et alors, je pense que c'est une école qui est avant tout réservée aux médecins, aux soignants, voilà, aux thérapeutes au sens large. Alors, vous écrivez dans votre livre que un de vos rêves, c'était de refaire du roller sur la promenade des Anglais. Ouais. Et vous en avez refait. J'en ai refait. Oui, j'en ai refait au bout de quelques années. J'arrive pas à me souvenir quel laps de temps s'est passé entre le moment où je rêvais de ça et le moment où j'ai pu le mettre en pratique. Mais oui, je me revois très bien en train de patiner sur la promenade. Parce que vous pouviez plus rien faire finalement, parce Non. que ces diarrhées, c'était toute la journée, donc vous étiez toujours en train de chercher l'endroit où vous pouviez vous isoler. C'était devenu un véritable calvaire. Oui, c'était devenu en fait pour moi une impossibilité physique à sortir de chez moi. Ça devenait trop compliqué de sortir de chez moi. Donc j'avais, on va dire, 2 heures dans la journée où j'étais à peu près tranquille.
Mais ça m'est arrivé parfois, justement, même dans ces 2 heures-là, de prévoir quelque chose et puis de devoir faire demi-tour parce que c'était, voilà, je pouvais pas rester au volant de la voiture, j'arrivais pas à conduire. Le simple fait de tourner le volant, ça me faisait des douleurs. Voilà, tout d'un coup, je me retrouvais recroquevillée en position fétale et puis incapable de parler, incapable d'avancer, incapable de rien. Alors vous avez peur quand même, hein. J'ai eu peur, j'ai été paralysée de peur, j'ai cru que j'avais mérité une punition divine pour de mauvaises actions. Et si cela était, quelle option me restait-il sinon d'accomplir ma pénitence, mon chemin de croix? Il y a toute cette histoire de la culpabilité, vous venez de le dire juste avant, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Est-ce que c'est une punition, etc. Et puis, à un moment, vous dites aussi, vous savez pas comment savoir ce qu'il convient de faire, parce que vous allez voir tout un tas de spécialistes, et ils sont pas tous du même avis. Il y en a certains qui vous proposent des thérapies, d'autres, et vous savez pas ce qu'il convient de faire. Et la seule décision qui doit être prise, c'est vous. Oui, ça a été assez compliqué pour moi, en fait. Mais c'est vrai que la peur, enfin, c'est au-delà de la peur, en fait. Je peux parler de terreur, parce qu'il y a eu des moments de terreur dans cette maladie, où la douleur a atteint un tel paroxysme qu'elle annihile presque la réflexion. On est dans cette douleur et on voit rien d'autre et on voit pas d'issue. Et c'est vrai qu'on interroge un premier médecin, puis un second, et puis on écoute et en même temps on comprend pas toujours tout ce qu'on nous dit, ou on nous propose des solutions assez extrêmes qui nous paraissent pas concevables. Donc oui, la peur, ça pousse à consulter tous azimuts. Alors des médecins, mais pas seulement des médecins. Voilà, on va voir un peu toutes les chapelles. C'était magnétiseur, c'était iridologue, c'était voilà. Il suffisait que quelqu'un dans mon entourage me dise tu devrais aller voir un tel. Et on croyait à la solution miracle à chaque fois. C'est bien de croire au miracle. Mais bon, en ce qui concerne le corps médical traditionnel, vous dites il est plus que probable que le corps médical ait évalué les bénéfices à tirer des non-dits et de la vérité, ne détenant l'une que par bride, usant des autres pour combler les interstices, laisser vacants des questions sans réponse. C'est-à-dire que ce mensonge par omission entre les médecins, les infirmiers et tout autre intervenant du protocole de traitement d'une personne malade, serait-il une demi-mesure à la rigueur? Et il voulait pas vous dire exactement la vérité, peut-être pas pour que vous ayez moins peur. Oui, ça c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup repensé après. Et je crois que, à mon avis, c'est ce qui doit être le plus difficile dans l'exercice de leur métier, c'est-à-dire quoi dire, quand le dire et à qui le dire, c'est-à-dire aux malades ou à ses proches ou aux deux. Parce qu'en fait, finalement, c'est très difficile d'évaluer l'état psychologique d'une personne, ce qu'elle est capable d'entendre ou pas. Et d'endurer. Voilà. Et notamment, vis-à-vis des traitements, des effets secondaires, de beaucoup de choses. Des complications possibles aussi. Donc, oui, il y a certainement une part de non-dit. Je sais pas si on peut appeler ça du mensonge. Je pense que c'est plus du non-dit que du mensonge. C'est pour préserver la personne. Elle aura bien le temps d'être devant quand ça arrivera. Voilà. Ok, on va faire une pause musicale. On va se retrouver tout de suite après. Claude Nougaro, il faut tourner la page sur l'antenne d'IDFM. Sur le 98.2, la bande FM, et nous parlons de la maladie de Crohn, un chemin vers la guérison. C'est un témoignage de Caroline Liborio aux éditions Michel Jonas. On parle de cette maladie de Crohn, mais finalement, cette maladie, ce témoignage peut s'appliquer à tout un tas de pathologies. C'est pas forcément la maladie de Crohn. Je pense que n'importe quelle personne qui se trouve confrontée à une maladie, ce qu'on appelle auto-immune, ou même une maladie genre cancer, ou toutes ces maladies un peu inguérissables, où on ne sait pas trouver la solution, pourrait se reconnaître dans ce livre. Donc vous avez eu peur, vous avez été paralysé par la peur,
vous vous êtes demandé si vous aviez mérité une punition. Et vous parlez de la douleur après en disant que la douleur, ça donne de l'irritabilité, des impatiences chroniques, une sorte de colère intériorisée. Caroline Liborio, cette colère que vous étiez capable de sentir arriver, vous aviez trouvé comment ça se manifestait dans votre corps. Ah oui, la colère, évidemment, il y en avait énormément, mais je pense que j'étais pas capable de faire la part des choses et d'analyser le fait qu'il y avait de la colère en moi, qu'il y avait énormément, je pense, le sentiment d'injustice, beaucoup. Il y avait l'injustice par rapport à ce que je vivais, par rapport à la maladie, mais il y avait un sentiment d'injustice qui était plus profond, qui était en relation aussi avec certains de mes choix amoureux, par exemple, ou dans ma vie professionnelle, je me suis retrouvée aussi parfois confrontée à pas mal de situations conflictuelles que je savais pas vraiment gérer, même pas du tout gérer. J'avais presque une absence de défense immunitaire, on pourrait presque dire ça. J'étais très vite débordée par mes émotions, j'étais très vite submergée par ce sentiment d'injustice ou la colère, de la même manière que j'étais submergée par la douleur. Et je crois que tout ça, c'était vraiment intimement mêlé. C'était des choses vraiment qui finalement qui s'entraînaient l'une l'autre. C'est-à-dire, je supportais pas la situation que je vivais, pas seulement la maladie, mais aussi dans d'autres aspects de ma vie. Et oui, je ressentais beaucoup de colère et beaucoup d'injustice. Oui. Pardon, mais vous avez appris à reconnaître à cet instant où le poison se libère dans votre organisme, vous ressentiez une sorte de frisson qui court sous la peau, un fourmillement, et vous savez que c'est le signal. Est-ce que vous le sentez encore maintenant ? Oui, je le sens encore, ça, cette sensation-là où on sent sous la peau cette sorte de fourmillement et ce tressaillement, en fait, vraiment qui parcourt. Alors, en règle générale, je commence à le sentir dans les mains, ça remonte le long des bras jusqu'aux épaules. Et ça peut redescendre le long du dos, ouais. Rien que le fait d'en parler, je perçois très clairement la sensation. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Ah, alors aujourd'hui, c'est bien différent de ce que je faisais alors. Parce que aujourd'hui, j'ai des outils à ma portée que je ne connaissais pas, que j'ignorais totalement. C'est-à-dire que je peux effectivement respirer, par exemple, tout simplement. Pour comme on pourrait dire calmer le jeu. J'ai fait aussi j'ai pratiqué une technique énergétique qui s'appelle la technique radiance, qui s'apparente un petit peu au Reiki et qui permet aussi comme ça on va dire de faire redescendre la pression. Ça m'a beaucoup servi quand par rapport à la douleur. Ça m'a beaucoup servi par rapport à la douleur. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais cette espèce de fourmillement qui me traversait tout le corps, c'était comme si c'était une vague de mal-être, vraiment, physique. Parce que ça commençait par la douleur et puis ça continuait par cette chose-là qui fourmillait. Et c'était comme si vraiment ça ne faisait qu'aller et venir. C'était en permanence le ressac de cette chose-là dans mon corps. Et comme j'avais peur, je me réfugiais dans cette peur. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et j'étais incapable de stopper le cercle. C'était un cercle vraiment vicieux. Ça s'auto-entretenait. Ça s'auto-entretenait, cette chose-là. Il y a une très belle citation de Prévert dans votre livre. Prenez un cercle, caressez-le et il deviendra vicieux. Et c'est amusant parce qu'en fait, cette citation-là, je l'ai lue, je devais avoir 14-15 ans quand j'ai lu pour la première fois Paroles de Jacques Prévert. Mais ça m'a marqué. Ça m'avait vraiment marqué cette phrase-là. Prenez un cercle, caressez-le et il deviendra vicieux. J'avais trouvé ça, voilà. Je pense que j'avais peut-être sûrement pas mesuré tout ce qu'il y avait là derrière, mais pour le coup, quand je suis tombée malade, je l'ai bien compris.
Alors, vous dites aussi que finalement, vous avez de la peine pour ceux qui peuvent souffrir, qui sont seuls, sans visite, dans les hôpitaux, par exemple. Ce qui vous a tenu aussi, c'est la famille et les visites. Et s'il n'y a aucun soutien, il faut l'appeler de ses voeux. Mmh. Oui, alors ça, c'est vraiment une chose très importante, enfin, pour moi, qui a été fondamentale dans toute cette histoire-là. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai rejeté un peu tout le monde. Il y avait plus que ma famille, en fait, qui avait le droit de m'approcher, parce que j'avais honte. J'avais terriblement honte de ce que je vivais. Je trouvais que c'était une maladie honteuse, que je me voyais pas en train de parler des symptômes. Je me disais, c'est sale, c'est tabou, enfin voilà. Donc j'ai commencé par m'isoler, à part ma famille. Et puis en fait, c'est ma sœur qui a fait le pont à un moment donné, et elle a rencontré la sœur d'une de mes amies d'enfance. Elle lui a parlé de ce que je vivais, et à partir de ce moment-là, les gens se sont manifestés, en fait, parce qu'ils ignoraient tout de ce que je traversais. Et ça a commencé comme ça, avec le soutien de... Finalement, j'étais assez surprise de voir tous ces gens qui s'intéressaient à vous. Voilà, qui se souciaient de ce que je vivais, et qui venaient me voir à l'hôpital, et qui en fait, c'était leur façon à eux de m'aider dans cette maladie-là. Donc il faut alors l'appeler de nos voeux si aucun soutien ne se présente, quelles que soient nos croyances ou nos doutes, exprimer à haute voix le souhait que l'on vienne vous porter secours, et si cela n'est pas physiquement possible, formuler pour soi intérieurement. Vous aviez demandé du secours à l'époque? Je crois que j'essayais de prier, parce que moi j'ai été élevée, j'ai été baptisée, puis les premières communions, j'ai été élevée dans la religion catholique. Mais c'est vrai que en fait, les prières qu'on nous apprend, elles sont assez codifiées, et on nous apprend pas à prier pour sa propre guérison. C'est un peu naïf ce que je suis en train de dire, mais j'essayais de prier, et en même temps, tout en essayant de prier, je sentais bien que j'arrivais pas véritablement à le faire, parce que j'avais l'impression d'être à côté, quoi. J'avais l'impression finalement que si je vivais ça, peut-être au fond je l'avais mérité, donc je pouvais toujours essayer de prier pour ma guérison. Voilà, il y avait quelque chose qui marchait pas, qui était pas. Et puis même, c'est comme quand on dit on va prier pour quelque chose de trop précis, de trop matériel, de trop, voilà. Pour moi, la prière, c'était plus un truc éthéré. Mais ça se termine quand même par que ta volonté soit faite. Alors, oui. Donc, vous ne pouviez plus envisager d'être souffrante pour l'homme dont vous étiez éprise, parce que malgré vos problèmes d'intestin, on peut dire que vous avez quand même rencontré l'amour, et puis grâce à lui, grâce à cet homme, vous avez découvert une méthode qui calmait vos maux de ventre. Quand ceci se manifestait en sa présence, il avait pris l'habitude de poser ses mains à l'épicentre de la douleur, et sans que vous y compreniez quoi que ce soit, la souffrance disparaissait. Lorsqu'il était absent, vous avez essayé de faire la même chose toute seule. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait dans ses mains? Vous dites que c'est l'amour? Moi, je pensais ça, oui. Je pensais que c'était l'amour. Je me disais, waouh, l'amour, c'est un soin vraiment très, très puissant, quoi. Parce que quand lui, il pose ses mains sur mon ventre, il peut calmer ma douleur. Et moi, si je fais pareil, ça marche pas. Et puis, en fait, non, un jour, il m'a dit, tu vas suivre le même stage, la même formation que moi. J'en parlais tout à l'heure. C'est la technique Radiance. Donc c'est vraiment une technique de guérison par imposition des mains. Et oui, ça, pour moi, ça a été révolutionnaire. Peut-être pas de guérison, mais de soulagement de la douleur. Oui, de soulagement de la douleur. Mais c'était pour vous dire, oui. Comme ce que je disais tout à l'heure, je sortais plus de chez moi, je faisais plus rien. Je veux dire, tout était compliqué. Il y avait plus de loisirs possibles. On pouvait pas aller au cinéma, on pouvait pas aller. Mais vous travailliez quand même, hein. Vous aviez un job chez vous, donc c'était quand même, vous étiez pas inactive. Je veux dire, vous aviez un boulot. Non, effectivement. Mais bon, après, s'il m'avait fallu sortir de chez moi, n'auriez pas pu. Non, j'aurais pas pu. La preuve, c'est que je suis restée pendant 3 ans sans un travail extérieur.
Bon, évidemment, il y a eu un an et demi, 2 ans entre les hospitalisations, les opérations, etc., etc. Je vois pas comment j'aurais pu travailler. Mais même après, le temps de la récupération et puis le temps aussi de s'adapter avec de nouvelles conditions de vie. Alors vous allez sur un forum de malades et très très vite ça vous gave. Enfin, je veux dire, c'était pas là où vous étiez le mieux. C'était pas là où j'étais le mieux parce qu'en fait, quand j'ai commencé à aller sur ce forum, je commençais à aller mieux. Et je voyais énormément de personnes qui souffraient. Et en fait, toute cette souffrance que je lisais, ça me renvoyait au mois passé, à ma propre souffrance. Et alors au début, j'ai essayé de répondre à des questions très légitimes parce que je m'étais posé les mêmes questions avant eux. Et j'ai essayé de répondre à pas mal de gens. Et puis en fait, je me suis aperçue que le fait de côtoyer cette souffrance de très près, ça devenait assez difficile parce que je commençais à peine à aller mieux et j'y étais de nouveau confrontée et en fait, je n'avais qu'une envie. C'était un cercle vicieux. C'était caresser le cercle. C'était caresser le cercle. Pour qu'il devienne vicieux. Ouais. Bon. Alors, vous dites que la maladie devenait un bouc émissaire de tous vos ratages puisque vous n'aviez pas encore pris la mesure de ce qu'elle était et avait toujours été. L'avertissement qu'il était plus que temps de prendre votre courage à deux mains, de définir enfin quels étaient vos désirs et non ceux des autres, quelles allaient être votre voie, votre mission et de vous y astreindre avec détermination et sang-froid. C'est-à-dire vous prenez conscience à un moment que vous savez pas dire non et que vous êtes celle qui réalise les désirs des autres mais pas les siens. Oui, ouais, c'était ça en fait. J'étais beaucoup... Et je le reste encore aujourd'hui, je pense, quelqu'un qui était très très à l'écoute de l'autre et des besoins de l'autre. Pendant l'enfance, c'était mes parents, pendant l'adolescence aussi. Et puis après, un peu plus tard, ça a été mes compagnons successifs. Et c'était fou. Enfin bon, je sais pas. Après, je pense que je suis pas unique en mon genre, mais j'épousais toujours. La cause de l'autre, ses projets, son ambition, et j'étais toujours à 2000% dévouée à toutes les causes, mais finalement pas à la mienne. Et vous vous rendez compte un peu plus loin que la maladie finalement vient vous sauver de vous-même, vient vous sauver. On va en parler en dernière partie de mission. On va écouter la dernière pause musicale. J'espère qu'il a atteint cette inaccessible étoile, Jacques Brel, dans la quête. Dernière partie de cet au-delà du miroir avec Caroline Liborio. Nous parlons de cette maladie de Crohn ou de ce RCH, rectocolite hémorragique. On a vu plein de choses en première et en deuxième partie. Vous dites dans votre livre, Caroline, qu'à un moment, on pourrait penser que vous avez été endoctrinée, puisque vous avez même perdu des amis que vous aviez depuis longtemps, mais qui correspondaient plus à votre quête, puisque quand vous avez commencé à faire un travail avec des psys et tout, vous avez plus ou moins accouché de vous-même. On est d'accord, et vous parlez de cet ami que vous pouviez plus voir, et ça, je pense que ça parle à pas mal d'entre nous, qu'il y a des gens qu'on est obligé de laisser sur son chemin, qui nous correspondent plus au bout d'un certain temps, et on est obligé de faire des choix, hein. C'est un peu aussi le rôle de l'intestin, de savoir choisir quels sont ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Et vous dites que votre corps avait confiance quelque part. Ça a été une révélation. Vous vous êtes rendu compte à un moment que votre corps avait confiance. Oui, ouais. C'était parce que finalement c'était assez inconcevable pour moi, justement, cet ami en particulier. C'était assez inconcevable que notre histoire puisse s'arrêter au bout de tant d'années, 36 ans, je crois. Et en même temps, il y avait quelque chose en moi qui était pas du tout de l'ordre de la pensée ou de la réflexion. Non, c'était vraiment une sorte de baromètre physique qui me disait c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça maintenant. Voilà. Pourquoi à ce moment précis, j'en sais rien, mais mon corps savait que cette histoire, elle touchait à sa fin et que j'allais
j'allais passer à autre chose, j'allais sûrement faire d'autres rencontres, me construire ou me reconstruire. Moi, je parlais d'une amie fille. Hein. Oui. Non, mais ça, je pense que ça nous arrive. Il y a des moments où on n'arrive plus à supporter des gens qu'on a supportés pendant des années, comme s'il y avait un fossé qui s'était ouvert entre eux et nous, et comme si ce fossé venait de s'ouvrir alors qu'il a toujours été là. Mais oui, non, mais j'avais conscience que vous parliez de cette amie féminine, parce que des ruptures amoureuses, voilà, avec des hommes, ça m'est arrivé, mais j'avais jamais imaginé que ça pouvait représenter une telle souffrance de perdre une amie voilà, que je connaissais depuis l'âge de 11 ans. Et ça a été, je dirais, presque plus douloureux qu'une rupture amoureuse pour moi. Alors, vous dites, je ne suis pas coupable de m'infliger une maladie ainsi qu'à mon entourage, et non, toute guérison longue à venir ne tend pas à prouver que je n'ai pas le réel désir de guérir, d'où ma très grande faute quant à mes défaillances là où d'autres ont réussi. C'est-à-dire que c'est vraiment toujours être confronté à cette culpabilité. Pourquoi je ne guéris pas? Enfin bon, là, on vous a dit que c'était une maladie incurable, donc c'est pas vrai. Et puis, vous disiez aussi à un moment qu'on n'est pas tous égaux devant la maladie, on n'est pas tous égaux devant la douleur. Et vous vous posez la question de quels sont les bénéfices que vous avez tirés de cette maladie. Le bénéfice premier est de confort dans l'inconfort. Plus rien ne doit être exigé de nous, ou plus complexe et déroutante encore, plus rien ne peut être exigé de nous par nous-mêmes, de la confrontation au désir d'autrui, à l'idée que l'on se fait de ce qu'ils sont et de ce que l'on devrait être. La maladie, l'inconfort joue le rôle de blanc-seing, de laisser passer pour une vraie remise en question de soi et de nos relations au monde. Donc le bénéfice, c'est qu'on n'a plus rien à attendre, que les autres n'ont plus rien à attendre de nous, et que nous-mêmes, on n'a plus rien à attendre de nous-mêmes. C'était aussi le fait de pas être capable parfois de dire non, de pas être capable de refuser certaines choses qu'on faisait pour rendre service, pour se faire aimer, pour tout un tas de raisons. Et cette façon en fait de pas s'autoriser à dire non, à un moment donné, c'est comme si la maladie, elle disait bon maintenant je suis malade, alors maintenant tu vas me ficher la paix. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que c'est une fuite. Ouais. Et d'un seul coup, c'était bon bah maintenant on peut plus m'obliger à faire certaines choses parce que je suis malade, et donc on va l'entendre cette chose-là, que je suis malade et que je peux pas faire autrement. Et notamment, c'était un moment de ma vie où je vivais, je partageais ma vie avec un homme qui avait des enfants, 4, et j'aimais beaucoup ces enfants, mais j'avoue que j'avais pas et la force de mener de front mon travail, m'occuper des enfants, etc. Et à un moment donné, j'avais beau lui dire, je suis fatiguée, mais il l'entendait pas. Et au fond, il a fallu que j'aille vraiment au bout de cette fatigue, mais ça s'est transformé, c'est devenu la maladie. Et c'était fou parce que cet homme-là a eu un problème de santé, et je me suis retrouvée à gérer aussi son problème de santé par-dessus le reste. Et ça faisait 3 mois que moi, je taisais ce que je vivais. Puis à un moment donné, ça a été plus possible. C'est-à-dire, la douleur était telle, je me suis effondrée et je me suis dit, maintenant, voilà, il faut qu'on s'occupe de moi. Je peux plus m'occuper comme je le fais de tout un chacun. Il faut qu'on s'occupe de moi. Je voulais qu'on s'occupe de moi. Et j'avais pas compris qu'il fallait que je commence par m'occuper, moi, de moi-même. Oui, vous dites une chose intéressante que je vais avoir du mal à retrouver. J'essaie de la faire de mémoire. C'est qu'on pense je sais prendre soin de soi, alors qu'on pense que si l'on prend soin des autres, finalement, on prend soin de soi, mais c'est pas du tout le cas. Alors, on peut le faire quand il y a un réel désir de s'occuper de l'autre, et que c'est
un sacerdoce, une vocation. Voilà, je pense que c'est noble, c'est tout à fait possible. Mais je crois qu'au fond, dans ma façon d'agir, il y avait quelque chose que je ne m'avouais pas, d'inconscient, qui était mais moi, j'aimerais bien que toi aussi, tu t'occupes de moi comme je m'occupe de toi. Voilà. Et en fait, finalement, les choses vont mieux en les disant. Ça aurait été plus simple que je fasse part de mes attentes plutôt que d'attendre que l'autre se dise ah, elle attend ça de moi. Parce que si je l'avais dit, je l'aurais peut-être reçu. Mais on n'est pas médium, on n'est pas devin. Oui, mais ça vous êtes aussi posé la question des votre livre, si vous étiez réveilleux plus tôt au niveau de vos symptômes, est-ce que ça aurait pas été aussi grave? Donc les si après, c'est toujours... Oui, évidemment. Bon, alors vous dites fuir, se fuir et se cacher, se battre contre soi, voilà le sens de la maladie auto-immune. Fuir, se cacher, c'est parce que vous écrivez votre journal, vous remettez des morceaux de votre journal dans votre livre. Donc se battre contre soi, voilà le sens de la maladie auto-immune. Ouais. Ben en l'occurrence là, dans ce type de maladie, c'est l'organisme qui est en sur-régime. Donc finalement le processus inflammatoire à la base, c'est d'abord un des premiers processus de réparation du corps. Quand il est agressé, il commence par mobiliser toutes ses forces. Si on se coupe le doigt, pour cicatriser, il y a effectivement un processus inflammatoire qui va entrer en ligne de compte pour pouvoir cicatriser. Et là, c'est comme si l'organisme se battait contre un ennemi alors qu'on a du mal à définir puisqu'on ne sait pas les causes de ces maladies chroniques intestinales. Mais au lieu de s'arrêter, il surchauffe, il est en sur-régime. Et donc, effectivement, l'organisme finit par non plus se battre contre un ennemi clairement défini, mais contre lui-même. C'est-à-dire qu'après, l'inflammation de la muqueuse intestinale, elle va finalement entraîner une réponse du système immunitaire qui va être de se débarrasser de cette inflammation en créant encore plus d'inflammation. Voilà. Et je pense qu'il y avait dans cette espèce de mécanisme qui roulait sur lui-même, qui n'avait pas de fin, il y avait une forme de lutte entre soi et soi-même. On n'est pas à sa place, on fait pas les choses qu'on doit pour soi, on est trop investi dans notre entourage, dans les gens qui vivent à côté de nous, voilà. Et au fond, on se pose pas les bonnes questions pour soi. C'est-à-dire, c'est une fuite en avant. Oui, c'est une fuite en avant de se dire, moi, je passerai toujours après. Et puis, je vais quand même essayer de faire semblant d'eux. Oui, il y a une vraie fuite en avant. Et à un moment, vous vous dites, quelle folie d'avoir cru qu'en ayant la chance de prendre soin d'un autre, je prenais soin de moi. Et en même temps, vous vous dites que vous n'êtes pas cette maladie. Et un jour, vous avez une révélation aussi. Une nuit, vous avez un rêve. En dessous de l'image de Tara. Oui, ouais. Qui était, en fait, c'était un tanka. Je sortais d'un rendez-vous médical et puis je suis rentrée dans cette boutique. Et je sais pas, j'ai été attirée par cette Tara verte qui était symbole de guérison et de protection, ce que je ne savais pas. Et je dormais sous cette représentation-là. Et où c'était une nuit où vraiment c'était cette question qui revenait sans cesse, le pourquoi de toute cette histoire, de toute cette souffrance. Et ça a été, d'un seul coup une révélation. C'est difficile après, ça rentre dans du domaine de l'intime. Je peux pas vous dire exactement ce à quoi ce que j'ai atteint, ce que j'ai compris ce soir-là. Mais je savais que j'avais touché quelque chose de très important dans tout ce parcours-là. Voilà. Et ça a été presque, je pourrais dire, le déclic qui a fait que j'ai commencé à remonter la pente et à partir de l'autre côté, du côté de la guérison. Du bon côté du miroir. Voilà, du bon côté du miroir. Mais ceci dit, en fait, dans ce livre, c'est amusant parce que
au départ, je voulais le dédicacer à ceux qui avaient traversé le miroir. Parce que c'est comme ça que je l'ai perçu, la maladie. C'est exactement comme ça. Et puis finalement, cette phrase, je l'ai enlevée. Je sais pas pourquoi je l'ai enlevée, mais c'était la dédicace première, c'était ça. C'était à ceux qui ont traversé les miroirs. Et je citais plusieurs personnes qui ont connu cette épreuve de la maladie, dont certaines sont sorties aujourd'hui et d'autres pas. Et puis finalement, j'ai choisi de dédier ce livre à une seule personne parce que c'était comme ça. D'accord. Alors, on va vous retrouver dans quelques temps, le 28 novembre, à 19h30, à l'univers d'Esther, au 13 rue des Tournelles. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, une conférence, et puis je pense parler environ une petite heure, pas très longtemps, parce que je pense pouvoir dire assez rapidement, en une heure de temps, tout ce qu'il y a dans ce livre. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de partager avec les gens qui seront là ce soir-là, et de répondre le plus possible aux questions que pourraient se poser les personnes, parce que c'est vrai que je me dis, le chemin que j'ai fait, je me dis si peut-être il peut parler à des gens autour de moi, que ça peut aider d'autres personnes. Et c'est pour ça que le 28 novembre, à l'univers d'Esther, donc qui se trouve à Bastille. À Bastille, voilà. C'est au 13 rue des Tournelles. Ouais, c'est un très très bel endroit que je connais depuis longtemps, quelques années. Voilà. Et sinon, on va retrouver votre livre qui s'appelle RCH et maladie de Crohn, un chemin vers la guérison, aux éditions Michel Jonas. Mm-hmm. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Vous avez une citation. Ah oui, je voulais vous poser la question à un moment, parce que vous avez essayé tout un tas de choses, hein, enfin tout un tas de méthodes. À un moment, vous faites des cours de chant et vous mettez 1 heure à sortir un son. Oui. Pourquoi? Est-ce que vous avez la réponse? Je pense que ça s'apparente à un moment donné, je le dis dans le livre, une des choses importantes, ça a été, mais au fond, est-ce que la maladie, ça se résume pas à ça, c'est-à-dire savoir sortir de soi un cri, comme le cri de la naissance. Le cri primal. Voilà, le cri primal. Et au fond, je crois que ce jour-là, le jour où j'ai pas réussi pendant plusieurs heures à sortir un seul son, j'étais en position fétale, j'étais recroquevillée sur ma chaise. Et en fait, je crois que je pouvais faire le parallèle avec la maladie, c'est-à-dire si on sort pas ce cri de soi, si on n'arrive pas à le sortir, finalement, il reste intérieur et il nous détruit, il nous dévore en fait ce cri-là. On peut écrire aussi, parce que quand on écrit, c'est un peu du cri. Et vous dites, parce que vous êtes, on peut dire, guéri en ce moment, on va le dire, hein, vous êtes gai et vous riez. Oui. Est-il possible de se laisser surprendre par la guérison? C'est la fin de votre livre. Comment croire qu'il s'agit de la fin véritable de la maladie ou d'une simple pause, une autre accalmie plus longue qui aurait pu me convaincre? Ceux, les plus nombreux, qui disaient chronicité, ou les rares prétendant le contraire, que tout était possible, y compris la guérison. On peut dire que vous êtes guéri, donc c'est quand même une bonne chose pour tous ceux qui pensent que la maladie de Crohn, c'est inguérissable. Oui, c'est pour ça qu'en fait, j'ai écrit ce livre-là, pour dire que c'était possible, et qu'il fallait que chacun puisse y croire, et puisse trouver à sa manière sa voie, sa propre voie vers la guérison. Je prétends pas qu'il y a une seule et unique voie. Après, moi, je raconte mon histoire. Ça n'empêche pas d'aller voir un médecin, c'est marqué dès le départ, hein, l'information à caractère médical fournie. Bien sûr, et je suis toujours suivie aujourd'hui par un gastro-entérologue, et je le vois 1 à 2 fois par an. Voilà, j'ai pas du tout l'intention d'arrêter. Une citation: aucune vie ne ressemble à une autre, chacune a sa propre musique. Oui, Michel Jonas. Eh ben, c'est une belle citation. Vous en avez une autre? Oh, une autre citation. Celle-là, c'est quand même celle qui débute le livre. Et c'est vrai que c'est une citation qui est extraite d'une pièce de théâtre qui s'appelle Abraham, qu'il avait joué il y a 7-8 ans. Et
aucune vie ne ressemble à une autre, chacune a sa propre musique. Je me suis dit oui, la mienne aussi, elle a sa musique. Et je crois qu'il n'y avait pas plus belle phrase pour résumer ce que j'avais vécu. Merci beaucoup, Caroline Liborio. Merci beaucoup. Merci. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.